LCP, Assemblée nationale, en partenariat avec MGEN, Mutuelle Santé Prévoyance, présente État de santé. Faire un diagnostic, prédire l'efficacité d'un traitement ou encore assurer un suivi personnalisé, les promesses de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé semblent infinies. Mais il reste beaucoup à faire pour passer de la théorie à la pratique. Je pense que mes 10 dernières années qui me restent vont être passionnantes, ça c'est sûr. Mais il faut faire l'effort d'aller vers les autres. Autre défi de l'intelligence artificielle, réfléchir aux conséquences éthiques de son utilisation. C'est vrai que dans le contexte actuel, donc, avec voilà, les GAFA, les données sur Facebook qui s'échappent, qui sont récupérées par des gens qui peuvent être mal intentionnés, c'est d'autant plus important sur les données de santé, ces données qui ont beaucoup de valeur. Il faut donc protéger les données de santé tout en favorisant le développement d'un secteur en pleine expansion où les États-Unis et la Chine sont déjà leaders. Alors, intelligence artificielle en santé, comment rester dans la course? C'est le thème de ce numéro d'État de santé. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'État de santé. Quand on pense à ce que l'intelligence artificielle peut apporter dans le domaine de la santé, c'est vrai que tous les espoirs semblent permis. On se dit que les diagnostics seront peut-être complètement infaillibles, les radios seront plus précises, la prévention sera plus efficace, bref, un Eldorado de progrès. Est-ce que je suis trop optimiste en disant ça? Optimisme béat. Et si c'est vrai, que vont devenir les médecins? Et est-ce que la France est capable de devenir un champion de l'intelligence artificielle? Évidemment, quand on a conçu cette émission, on a tout de suite pensé à vous. Bonjour Cédric Villani. Bonjour Elisabeth Martichoux. Merci beaucoup de nous consacrer quelques minutes de votre emploi du temps, je sais, extrêmement dense, pour évoquer cet enjeu sur lequel vous travaillez énormément. Vous êtes mathématicien, on va voir votre portrait dans un instant. Vous êtes élu député de l'Essonne, vous avez beaucoup travaillé sur cet enjeu. Votre portrait tout de suite. Cédric Villani est mathématicien, lauréat en 2010 de la médaille Fields. Professeur de l'Université de Lyon, il a été directeur de l'Institut Henri Poincaré de 2009 à 2017. Il est élu député de l'Essonne et préside l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Il est l'auteur du rapport parlementaire sur l'intelligence artificielle et il a publié avec l'Académie des sciences et de médecine l'ouvrage Santé et intelligence artificielle. Donc Cédric Villani, encore une fois, merci d'être avec nous. Est-ce qu'on est un peu comme Monsieur Jourdain dans Molière? Est-ce que dans la médecine d'aujourd'hui, il y a déjà beaucoup d'intelligence artificielle et on ne le sait pas, ou on ne se doute pas? Il y a de l'intelligence artificielle un peu partout, mais en médecine, pas tant que ça. Pour l'instant, il pourrait y en avoir beaucoup plus, il y en aura beaucoup plus. Ce qu'on évoque souvent pour entrer dans le sujet, comme examen emblématique, c'est le diagnostic sur la mammographie. Diagnostic délicat, un non-expert n'a aucune chance. Et les algorithmes de reconnaissance automatique aujourd'hui font sensiblement jeu égal avec les meilleurs humains en la matière. Aujourd'hui, l'algorithme qui reconnaît le cancer, tout ce qu'il sait faire, c'est comparer l'image qu'il voit, qu'on lui file, à des tas d'images qu'il a dans les bases de données. Il en a ingurgité des milliers, des millions peut-être. Il va pouvoir les comparer. Qui lui permettent de comparer et de reconnaître surtout cette image, de l'identifier et de la caractériser. Il voit, ça ressemble beaucoup à telle autre image, beaucoup, et donc c'est bien de ça qu'il s'agit. C'est comme une sorte de réflexe extrêmement fiable qui s'appuie sur une très longue expérience. Justement, Cédric Villani, on va s'arrêter un instant, si vous permettez. L'intelligence artificielle pour les nuls, c'est tout de suite, écoutez. L'intelligence artificielle, ou IA, est ce qui permet à une machine, comme une voiture ou un téléphone, d'exécuter une tâche habituellement réalisée par des humains, comme reconnaître des obstacles sur une route ou tenir une conversation. La voiture et le téléphone contiennent des systèmes informatiques qui fonctionnent avec des algorithmes.
c'est-à-dire des suites d'instructions permettant d'atteindre un objectif à partir de données. Un algorithme d'intelligence artificielle va générer lui-même certaines instructions qui ne seront pas données par un humain. Par exemple, le programme pourra apprendre à différencier un chien d'un chat à partir de milliers d'images de chiens et de chats qui lui serviront de modèle. Grâce au réseau de neurones informatiques, il va d'abord reconnaître les éléments qui ne changent pas, comme les moustaches des chats, puis les caractéristiques qui changent selon les races, comme la taille ou la couleur du poil. Une fois son entraînement terminé, il saura placer lui-même l'étiquette chien ou chat sur une nouvelle image qu'il n'aura jamais vue. En médecine, cette capacité à apprendre à reconnaître des images est très utile. Un algorithme pourra par exemple identifier un cancer de la peau à partir d'images de grains de beauté, à terme, sans avoir recours au regard du médecin. Tout de suite, une question qu'on peut se poser. Est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer les médecins? Ou est-ce qu'elle va l'accompagner? Un médecin, par définition, et c'est un projet de société, un médecin, c'est un humain qui est là au service de ses frères humains, ou sœurs humaines. Et quand vous allez voir un médecin, vous allez pour chercher un diagnostic, mais aussi un soutien, des explications, un contact. Vous n'êtes pas là, vous n'allez pas chez le médecin pour recevoir un listing qui vous dit voilà ce que vous avez, voilà la thérapie. Vous allez chez le médecin pour vous faire soutenir, soigner, accompagner. Et ça restera comme ça, parce que c'est comme ça qu'on doit le décider. Et le médecin aura pour devoir d'utiliser les meilleurs outils, ces logiciels-là et d'autres encore. L'hôpital aura pour devoir d'utiliser des systèmes d'intelligence artificielle qui optimiseront l'efficacité, qui accéléreront les processus, qui faciliteront les remboursements, bref. Tout le système aura pour devoir être aussi moderne que possible. L'intervention chirurgicale, par exemple, est-ce que demain, on sera opéré par des robots? On est déjà opéré souvent par des robots, machines assistées par humains. Et souvent, ces opérations sont plus sûres, plus fiables. Quand c'est une opération subtile sur la forme de l'œil, une opération subtile de chirurgie thoracique ou qui sait quoi, souvent, il vaut mieux un système qui est manipulé, mais avec une bonne dose d'automatisation, que de faire appel à de l'expertise 100% humaine. Ce qui compte, c'est que la responsabilité reste à l'humain. La responsabilité reste à l'humain. On va voir tout de suite comment ça se passe, par exemple, en matière de radiologie. On l'a un peu évoqué. C'est un reportage de Marianne Cazot, qui est notamment allée à Dijon. Regardez, on en reparle juste après. Les yeux d'un radiologue pour analyser des milliers d'images. Aujourd'hui, c'est l'humain qui prime. Mais demain, une intelligence artificielle infatigable et infaillible pourra le faire. Alors, les radiologues vont-ils disparaître? Pour le savoir, direction ce centre de lutte contre le cancer. Nathalie Lasso est radiologue ici depuis 27 ans. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec les étudiants de Centrale Supélec. C'est l'aboutissement de 6 mois de travail. À l'aide d'échographies du foie annotées par le médecin, ils ont appris un algorithme à entourer une tumeur cancéreuse automatiquement. Objectif, pouvoir mesurer l'évolution de la maladie. Instantané comme ça. Okay. Là, ça correspond vraiment exactement à moi ce que j'aurais fait en prenant du temps, sauf que j'ai pas le temps de tout segmenter. L'algorithme intelligent peut donc dans certains cas faire aussi bien que des médecins. Mais il peut aller encore plus loin. En Chine, un algorithme d'intelligence artificielle a même battu des radiologues. Il diagnostiquait correctement 87% des cas de tumeurs du cerveau, contre 66% pour les médecins. Mais en réalité, il semblerait qu'en réunissant l'homme et la machine, l'analyse soit encore plus fiable. Aux urgences du CHU de Dijon, intelligence artificielle et humaine travaillent ensemble depuis 4 mois déjà. Ici, 50 à 80 patients passent un scanner chaque jour. Un scanner intelligent qui permet d'utiliser moins de rayons X nocifs pour la santé. Comment? En aidant à éliminer les informations parasites dans l'image. Donc on peut y aller alors. Pour Frédéric Ricolfi, chef du service de radiologie des urgences, l'IA n'est pas une menace mais un nouvel assistant. On aura du travail, mais il sera différent. Le métier de radiologue va réellement changer, va s'adapter. Il y a des tâches que l'on ne va plus faire,
qui nous seront faites par l'intelligence artificielle, et d'autres, au contraire, qu'il faudra créer du fait de l'intelligence artificielle. On ne peut pas encore exactement savoir comment on va complètement changer, mais on va s'adapter, on changera. Et moi, je suis très optimiste et je sais que c'est un bénéfice pour la santé globalement. Car au-delà du diagnostic, les innovations promises par l'IA sont nombreuses. Ici, à Gustave-Roussy, les chercheurs de Centrale Supélec y travaillent. La deuxième version de leur algorithme pourrait prédire l'efficacité d'un traitement contre le cancer. Notre objectif, c'est effectivement d'essayer de sortir probablement des informations de ces tumeurs qu'on n'arrive pas à sortir visuellement ou avec nos connaissances de radiologue, et d'essayer de voir si l'intelligence artificielle sera plus pertinent, par exemple, pour savoir si un patient, avant de débuter un traitement, pourrait mieux répondre à un traitement, par exemple, qui détruit les vaisseaux, ce qu'on appelle les traitements anti-angiogéniques, ou les traitements par immunothérapie. Des progrès qui vont la forcer à changer ses pratiques. Moi, je pense que mes 10 dernières années qui me restent vont être passionnantes, ça c'est sûr. Mais il faut faire l'effort d'aller vers les autres, et vers les data scientists, voilà, et de se connecter. Et ça va être un travail en commun. C'est majeur, il faut faire cet effort. Au-delà de la technologie, Nathalie Lasso pense même que l'intelligence artificielle pourrait améliorer les relations entre les médecins et les patients. Doucement, tranquillement. Diagnostic, interprétation des images, suivi de tests cliniques, ces journées sont chargées. Une échographie comme celle-ci, c'est plus de 5000 images qu'il faut analyser. L'intelligence artificielle pourrait nous aider à sélectionner les examens normaux et garder plus de temps pour les examens plus compliqués, et surtout reprendre cette relation avec les patients qui parfois voilà, est un peu juste en temps. Et les patients souvent nous le disent, voilà, ils aimeraient avoir plus de temps et plus échanger et plus d'explications. La vague de l'intelligence artificielle en santé ne devrait donc pas emporter les radiologues. Mais ils sont les premiers à devoir évoluer. Après eux, c'est tout le secteur qui devrait suivre. Alors Cédric Villani, on voit que là, il y a une combinaison entre l'humain et l'intelligence artificielle qui se fait de façon assez enthousiasmante. Elle est formidable, cette Bien fait, cette c'est enthousiasmant, absolument. Mais on va pas être dans... C'est pas bisounours quand même. Il y a des résistances culturelles fortes. Et puis, il y a un problème de formation. Tout à l'heure, je vous demandais si l'intelligence artificielle allait remplacer les médecins. Vous m'avez dit non, pas du tout. Mais quand même, pardon, mais ils ont la trouille. Il y a un problème de formation et c'est un gros enjeu que de motiver nos formations de médecins pour être accoutumés à ces aspects, pour être en contact avec des experts, pour comprendre comment ça fonctionne. C'est un enjeu aussi que bien expliquer aux citoyens comment ça va se passer. Sur l'IA, il y a beaucoup de réticences, il y a beaucoup de peur. Et ce sont des remises en question pour, par exemple, ces professionnels-là. Il y a des remises en question pour les professionnels et deux choses à garder en tête. Premièrement, l'IA se développe de façon très expérimentale. Les choses marchent ou pas, on le découvre au fur et à mesure qu'on mène les expériences. Et deuxièmement, une bonne expérience, elle se met en œuvre que s'il y a de la confiance avec la personne qui va utiliser l'IA. Mais vous diriez que dans le domaine de la santé, quand même, il y a là, je veux dire, une atmosphère, une ambiance, un écosystème qui est plutôt positif? Parce que c'est quand même la vie, là, qui est les progrès de la médecine, ça sauve des vies. Donc il y a peut-être une dynamique qui est plus intéressante, non? L'IA va sauver des vies en médecine. On a déjà quelques exemples, on en aura de plus en plus. Et ça va être aussi une façon de redorer le blason d'un certain nombre de métiers, de les rendre plus intéressants, avec moins de volume à absorber pour nos futurs médecins, de connaissances tous azimuts et plus de compréhension des outils, des mécanismes. Ça va aussi... ça va modifier un peu la nature du métier. Ça va modifier la nature des métiers, ça va aussi modifier les équilibres, ça va réapprécier tout ce qui est humain et empathique, disons. À partir du moment où vous avez plus d'outils pour vous assister sur le diagnostic technique, ce qui va compter davantage, c'est votre faculté d'accompagnement psychologique, d'empathie. Bref, ce sont les qualités humaines qui vont se trouver réappréciées. Ça, c'est ce que vous aimeriez? Je veux dire, c'est du wishful thinking, comme on dit en anglais, ou c'est ce qu'on constate déjà quelque part? C'est ce qu'on constate dans les endroits où c'est bien pris.
avec les think tanks dans lesquels on avance sur ces questions. Ouais. C'est ce qu'on ne constatera pas dans les endroits où ça sera fait, où ça sera mal en point. Important de débattre beaucoup, de nouvelles pratiques, nouveaux enjeux. Important d'inciter les nouvelles formations pluridisciplinaires à se mettre en avant. Et d'avoir autour de la table, dans le domaine de la santé, des algorithmiciens, des informaticiens et des médecins qui puissent faire des projets, des expérimentations ensemble pour trouver les bonnes pratiques. En France, on est assez bien placé par rapport à cela. On a quelques start-up de très haut calibre. Je pense à Cardiologue sur l'analyse des électrocardiogrammes. Je pense à Rhythm sur la qualité du sommeil. Je pense à nos start-up telles de reconnaissance automatique de pathologie comme Therapixel. Tout ça sont des start-up qui ont gagné les plus grands concours internationaux dans la matière. Si vous me permettez, on va s'arrêter quelques instants justement pour voir quel est l'état des marchés, les champions, ceux qui sont très en avance, ceux qui sont en retard, et nous, on est où? Regardez, c'est encadré tout de suite. Dans la course à l'intelligence artificielle, les États-Unis sont en tête. En 2018, ils comptaient près de 1400 startups spécialisées. En deuxième position, la Chine avec plus de 380 startups. Son ambition, devenir leader mondial en créant une industrie d'une valeur de 150 milliards de dollars d'ici à 2030. Et Pékin est en bonne voie. En 2017, près de la moitié des 15 milliards de dollars investis dans les startups d'IA est allé directement vers la Chine, contre 38% vers les États-Unis. Le peloton européen, lui, est loin derrière. Parmi les 11 startups d'IA valorisées à plus d'1 milliard de dollars en 2019, une seule est européenne, contre 5 chinoises et 5 américaines. Mais la Commission souhaite encourager la compétitivité dans ce secteur. Objectif, rassembler 20 milliards d'euros d'investissements publics et privés d'ici fin 2020. En France, ce sont 665 millions d'euros qui ont été promis par Emmanuel Macron d'ici 2022. Avec cet effort public, la France espère doper l'investissement privé et se faire une place parmi les champions. Cédric Villani, vous faisiez l'éloge de la France et de certaines start-up. On ne va pas se raconter d'histoire. On l'a vu, les Chinois, les Américains, ils mettent des milliards sur la table. Les Américains, ils ont toujours fait ça et ils ont donc toujours été en avance. Les Chinois, ils en mettent encore plus que les Américains. Bon, et nous? C'est notre enjeu d'arriver à mettre des moyens sur la table et à accompagner et à investir. Au niveau européen? Au niveau français et au niveau européen. Il nous faut les deux échelles. Ouais. Et actuellement, nous avons des investissements nationaux qui sont pas mal par rapport au domaine public, qui demandent à être renforcés du côté privé, très clairement. C'est-à-dire c'est un sujet qui se fait dans le public et dans le privé, dans la recherche et dans l'industrie, dans les entreprises et dans les laboratoires. Et la France a comme atout principal en la matière sa bonne qualité de recherche, mais le combat va aussi se jouer de façon très forte dans les entreprises. Et un message à faire passer dans tout le secteur privé, dans tout le secteur économique français. Il y a de la très grande expertise en IA en France. Pas besoin forcément d'aller chercher les acteurs américains. Il y a des instituts de recherche interdisciplinaires. Il y a de la matière grise. Il y a des cerveaux, il y a de la matière grise, il y a des laboratoires de haut niveau, il y a des gens intelligents. Il y a des instituts qui viennent d'être labellisés dans la foulée du rapport que j'ai coordonné à Paris, à Nice, à Grenoble, à Toulouse, qui sont d'excellent niveau mondial. Il y a un enjeu de souveraineté, à savoir reconnaître nos forces et les utiliser, et pas se retrouver dans une dépendance non seulement économique, mais aussi psychologique. Les freins psychologiques sont encore plus puissants et pernicieux en la matière que les freins économiques. Il y a aussi des enjeux d'éthique, des enjeux de protection. Il faut absolument nourrir d'énormément de données pour construire des algorithmes qui soient vraiment performants. On a un système qui est centralisé grâce à notre assurance maladie. Quelles sont les possibilités pour utiliser toutes ces données qui sont centralisées par la CPAM, Reportage de Sébastien Avila. Regardez cette carte. Avec elle, des millions de données médicales personnelles sont numérisées, comme les ordonnances ou les remboursements.
des données convoitées par les chercheurs en intelligence artificielle, afin d'innover dans le domaine de la santé. Mais ces données sont protégées par l'assurance maladie. Alors comment faire pour y accéder? Exemple avec ces informaticiens de la CNAM qui travaillent avec des chercheurs de Polytechnique. Ouais. Vous avez demandé de sortir des métadatas de l'aplatissement, en voyant un peu les logs, on voit les données qui sortent. Ce qui permettra après de contrôler les données, tu le partages avec Polytechnique. Oui, après, accéder à ces données est donc possible, mais il faut respecter des conditions précises. Il ne suffit pas de dire « je veux accéder à ces données-là et ouvrez-les-moi ». Il faut évidemment montrer évidemment qu'on a un projet qui a du sens, qui est méthodologiquement correct, qui a un intérêt public. La sécurité de données, c'est la contrepartie de l'ouverture. Une ouverture qui se fait au compte-gouttes. Les demandes d'accès prennent plusieurs mois. Tout d'abord pour s'assurer que les données ne soient pas utilisées à des fins purement commerciales, mais aussi pour prendre le temps d'anonymiser complètement ces données. Garantir le secret médical des usagers est un enjeu capital de l'intelligence artificielle. Comment ça se passe? Bien, vous avez pu avancer? Exemple avec ces futurs créateurs de start-up. Il s'agit d'un concours de programmation. À partir de ces images de thorax ou de grains de beauté, les participants doivent créer un nouveau logiciel d'intelligence artificielle en santé. Monsieur Dupont, âge, sexe, poids. Les habitudes de vie, les habitudes de travail, les habitudes alimentaires, les habitudes de sport. Problème, si ces produits voient le jour et qu'ils permettent d'améliorer les diagnostics, ils devront également stocker des données personnelles qui doivent être anonymisées. Tout ce qui est identité, tout ce qui est email, tout ce qui est localisation, donc on le met dans des catégories et on les crypte pour ne pas arriver à la personne et de l'identifier. Pour ces jeunes entrepreneurs de l'intelligence artificielle, la confiance de leurs futurs utilisateurs est capitale. Ce qui est lié à la santé, donc ça touche tout le monde, ça me touche, ça vous touche. Pour moi, c'est très important que ça soit sécurisé et anonyme surtout. Mais comment garantir la sécurité des données, surtout lorsqu'elles sont stockées sur les serveurs du cloud? Ces serveurs très puissants sont utilisés par cette société. Ils permettent aux médecins de visualiser en 3D les organes malades. On ne touche jamais la donnée, elle reste dans le cloud. Ce qu'on fait, c'est juste prendre la mémoire nécessaire de calcul, où on met l'examen à l'intérieur, et ensuite plusieurs utilisateurs peuvent accéder à cette mémoire en même temps. Pour cet entrepreneur à succès qui travaille entre la France et les États-Unis, les inquiétudes sont avant tout une question d'habitude. Comme toute chose nouvelle, ça fait peur. Je me souviens que j'ai monté ma première société de comptabilité en ligne. Personne ne voulait mettre sa comptabilité en ligne dans les années 90. On connaissait à peine Internet, mais on sait qu'on y va parce qu'on sait qu'on a de plus en plus de patients. Les machines sont de plus en plus performantes, donc plus de résolution, plus de débit, plus de data. Mais des solutions émergent, comme dans cette société d'intelligence artificielle où le cloud est utilisé pour aider les médecins dans leur diagnostic. Le principe, c'est de faire téléverser au médecin les données sur le site et il recevra par la suite un rapport contenant toutes les informations qu'il a pu obtenir. Ces IRM du cœur et du cerveau sont tout hébergés sur des serveurs qui ont reçu une certification HDS, hébergeur de données de santé. Il en existe aujourd'hui plus d'une centaine en France. Ils garantissent par exemple que les données ne sont pas stockées à l'étranger. On sait que les données sont sur le français, donc elles dépendent de la législation française. Et pour nous, c'est important d'avoir ce niveau de sécurité-là dans le contexte actuel, donc avec les GAFA, les données sur Facebook qui s'échappent, qui sont récupérées par des gens qui peuvent être mal intentionnés. C'est d'autant plus important sur les données de santé, ces données qui ont beaucoup de valeur. Il reste donc beaucoup à faire pour que l'innovation se développe tout en garantissant la protection de la vie privée. Et c'est un enjeu majeur de l'intelligence artificielle en santé. Cédric Villani, l'intelligence artificielle, vous disiez tout à l'heure, elle fait un peu peur aussi parce qu'elle utilise énormément de données qui sont nos propres vies, d'une certaine façon, dans les ordinateurs. Comment est-ce qu'on peut être sûr que toutes ces données ne vont pas être pillées, mal utilisées? Est-ce que des abus de pouvoir, des abus d'utilisation? Bien sûr, toute nouvelle technologie vient avec ses risques. Voilà. Il faut rappeler que nous sommes en Europe dans la partie la plus protégée du monde par rapport au pillage de données. De loin, le règlement général de protection des données, c'est une invention européenne. Ça donne le là en termes de qualité de protection légale. Et c'est un élément fondamental dans la protection.
On ne peut pas utiliser données de santé s'il n'y a pas derrière le consentement éclairé du patient, qui est d'accord pour que ces données servent la recherche médicale sur tel ou tel sujet. Et le grand enjeu maintenant, l'enjeu éthique premier, et les associations d'éthique maintenant nous le disent bien, c'est d'arriver, une fois qu'on a ce filet de sécurité bien en place, à faire les expériences, à se lancer pour développer les produits, développer nos produits avec des valeurs européennes, avec des prestataires, des développeurs en qui on a confiance. Ce ne sont pas des obstacles. Notre éthique, qui n'est pas du tout la même que les Chinois, par exemple, parce qu'elle nous ralentit un peu, non? Prenez l'image du filet de sécurité. Les règles éthiques, elles sont là pour vous empêcher de tomber, mais le filet de sécurité, il est là pour vous permettre de prendre des risques. Et c'est ça qu'il faut garder en tête. Si l'Europe reste le continent où on parle d'éthique, sans se lancer dans les expériences, alors que les autres continents font les choses sans se préoccuper d'éthique, à la fin, on sait très bien où seront les produits performants. Et on sait très bien de qui on dépendra. Elle est là, l'équation. La médecine avec l'intelligence artificielle, je retiens ce que vous disiez tout à l'heure, ça ne va pas déshumaniser la médecine. Au contraire, ça va permettre aux humains de se concentrer sur les tâches de proximité, de contact, et à la machine de faire tout ce qui peut être fait. C'est l'enjeu. C'est l'enjeu. C'est l'enjeu. De la même façon qu'un mathématicien est très heureux de ne pas avoir à faire de calculs. Il ne veut pas en savoir. Laisse les ordinateurs faire les calculs, les simulations et se concentre sur le sens. C'est pas une vision un peu idéalisée du progrès que vous avez là? C'est peut-être une vision idéalisée, mais ça s'est vérifié dans l'histoire de l'humanité à de nombreuses reprises. Et si on en est conscient, si on mène le progrès comme il faut, ça se fera. Merci beaucoup de nous avoir parlé de vos fiertés, puis toutes les perspectives de l'intelligence artificielle appliquée au domaine de la santé. Merci Cédric Villani et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt. LCP, Assemblée nationale, en partenariat avec MGEN, Mutuelle Santé Prévoyance, vous a présenté État de santé.